Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et oui, Frédéric Brindel et Judith Belair, nous sommes bien là. Bonsoir, nous sommes très heureux de continuer ce parcours estival avec vous sur Sud Radio. Tous les jours. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'espère que vous partagez ce bon moment avec nous, les auditeurs de Sud Radio. Vous pouvez nous le dire. Tiens, d'ailleurs, on dit toujours, appelez-nous au 0826 300 300. Ouais. Si vous voulez nous dire... on vous aime. Ou le contraire. Ouais, on vous déteste. Ça serait bizarre. Parlons vrai sur Sud Radio. Non, oui, bah non. si, pourquoi pas. Écoutez, on a de quoi intervenir sur des beaux sujets. Vous êtes les bienvenus de toute façon. Exactement. Le standard, on vous le rappelle, le 0826 300 300. Vous avez Zach qui vous attend, évidemment. Puis vous n'hésitez pas à voter sur Twitter à nos deux questions du jour. Et du coup, on file au standard 0800. On dit bonjour à nos trois vraies voix d'abord. Oui. Quand même. Pardonnez-moi. Parce qu'en plus, on a parti au standard. On a vraiment le trio cool, sympa par excellence, estival. Il y a mon petit chouchou, oui, c'est vrai, mais il y a aussi quand même. D'ailleurs, on a eu des conversations que je tairais hors antenne. Taisez. Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire et des parents, bonjour. L'Observatoire des parents. Des parents, oui. Et de l'école. Et de l'école. Voilà, merci pour la personne qui nous fait le conducteur. On vous a trouvé des petits... Judith, vous êtes intransigeante. On vous a concocté des petits sujets qui risquent de vous plaire et de vous faire réagir épidermiquement parlant. Oui. Et puis, attention, Jean Dorido. Non, c'est moi qui le présente. C'est moi qui présente. Inutile de vous battre pour moi. Vas-y, allez-y, cher Frédéric, présentez-le. Oui, il est docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi. Il est vraisemblablement le prix Nobel de psychologie de l'année prochaine. Est-ce que vous êtes riche, Jean Dorido? Et de vous avoir rencontré, oui, c'est une grande richesse, bien sûr, ça c'est sûr. Vous voyez un peu le recul qu'il prend, tout ça, c'est énorme. C'est énorme, Jean Dorido, c'est énorme. Voilà, la grande voltige. Sophie Gauguin. Bonsoir. Vice-présidente de la région Normandie. Bienvenue, parce qu'on s'est déjà vu. Voilà. À chaque fois, elle nous apporte son bon air de la Normandie. Ils sont des gens différents, les Normands. Bonheur. Parce qu'ils sont capables de dire à ce que vous dites. Oui, peut-être que non. Donc ça nous alimente en même temps. Alors, on continue, chères vraies voix et puis chers auditeurs, on file au standard. Vous le savez, vous pouvez réagir au 0826 300 300 au sujet de l'actualité. Si vous avez un coup de gueule à passer, quel que soit votre sujet, c'est le Parlons Vrai de Sud Radio. Et on accueille Sylvie qui nous appelle du Tarn. Oui. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors dans le Tarn, pour Frédéric Brindel, avant qu'il vous pose la question. Plus Castres ou plus Albi alors? Non, je suis davantage du côté d'Albi. Les Albigeois. Qu'est-ce que c'est beau Albi? Vous y êtes allé, Judith? Oui, bien sûr. J'adore Albi. Elle va souvent Albi, tous les jours. Voilà. Avec l'arrivée du Tour de France féminin. C'est ça. Jeudi. Ça, c'est important. Et oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est un rendez-vous incontournable, que ce soit pour les hommes ou pour les dames. Encore cette année pour les dames. Mais le Tour de France masculin. Oui, bravo Jean. Mais le Tour de France masculin, là-bas, à Albi, c'est quelque chose. Voilà. Puis après, à Castres, c'est la ville d'un ancien maillot vert du Tour, Jacques Esclassan, qui avait été maire après. Le cyclisme mène à tout. Allez, Sylvie, je vais vous poser les deux questions du jour. Je rappelle aux auditeurs que, évidemment, elles sont posées sur Twitter et qu'ils sont appelés à voter. N'hésitez surtout pas à réagir. Donc Sylvie, la première question de notre grand débat de 17h30, c'est autour LGBT+, la jeunesse, ce qu'on entend beaucoup en ce moment. Est-ce que, selon vous, il faut encourager le changement de genre des mineurs? Absolument pas. Absolument pas. C'est clair. Je pense que j'ai du respect, je respecte les tendances de chacun. Chacun sait ce qu'il a envie. Mais par contre, un enfant, ça reste un enfant, c'est pas un jouet. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, les parents qui font ça, ils ne doivent pas avoir beaucoup d'amour pour leur enfant, quoi. C'est ce qu'on appelle bien lancer le débat, Sylvie. C'est comme ça qu'on va le poser de toute façon tout à l'heure. La question est ouverte. En tout cas, vous serez des nôtres, Sylvie, tout à l'heure à 17h30. Oui. Et puis ensuite, à 18h30, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Et on vous parle les JO qui arrivent, 2024, dans un an. Et cette incroyable cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui sera sur la scène, qui est quand même très risquée. Est-ce que ce risque en vaut la peine selon vous, Sylvie? Non. Bon. Non. Honnêtement, non. On a besoin de nos policiers ailleurs
à aller, entre guillemets, s'enquiquiner, à surveiller, à être sur le qui-vive au bord de l'eau, quoi. Ouais. Bon. Oui, parce que c'est vrai qu'habituellement, la cérémonie d'ouverture se fait dans un stade, c'est renfermé, donc c'est un petit peu plus facile à gérer. Bon, nous poserons toutes ces questions. Ça sert à ça, les vraies voix. Oui, ça sert à débattre, avec ceux qui ne sont pas d'accord aussi. D'où le nom, les vraies voix. Enfin, c'est vraiment bien. Radio. On a vraiment bien pensé à tout. Voilà, vous restez avec nous, Sylvie, et puis chers auditeurs, vous n'oubliez pas, 0800 26 300 300. Tout de suite, première partie du tour de table des vraies voix. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Vous voulez une petite blagounette qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non. Qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table. De l'actualité. Comment? Qu'est-ce que je vois? Elle a osé. Corinne Tapiro nous propose son tour de table. Et tenez-vous bien, vous, auditeurs de Sud Radio, qui nous avez entendu un petit peu parler, le coup de gueule va contre le code de la rue et la puissance du lobby cycliste dans les grandes villes. Vous savez la parole. Ça, c'était pour vous embêter un peu, Frédéric. Tapiro, c'est à vous. Je suis assez d'accord. Alors, à vous, cyclistes des villes, je veux dire ma colère la plus vile. Ville parce que du seul point de vue du piéton. Vous savez, cette engeance bousculée et insultée, vieux ou non, vous serez de tous côtés rejetés. Est-il acceptable, vous cyclistes, de vous croire les rois de la rue? Alors je vous le dis haut et fort, non, ça n'est pas acceptable. Alors ce que je veux dire à tous ces cyclistes, c'est que c'est très bien d'avoir des pistes cyclables, mais ce qui est mieux, c'est de les utiliser, donc d'éviter les trottoirs. Et ensuite de quoi, quand il y a un passage protégé, aussi, de laisser passer les gens qui traversent. Parce que les piétons font quand même l'effort de traverser au feu vert pour les piétons, et il n'y a aucune raison qu'ils se fassent renverser sur ce passage. Il m'est arrivé personnellement, avec une poussette, de me faire heurter par un vélo qui ne voulait pas s'arrêter. Non content de ne pas s'arrêter, il m'a insulté copieusement en me proposant d'aller à Sainte-Anne parce qu'il était prioritaire et qu'il faisait ce qu'il voulait. Donc je trouve que, bon, c'est pas mon problème personnel qui est plus gênant, c'est qu'on voit chaque jour des accidents, et pourtant le code de la route est très clair. Le cycliste doit respecter les piétons. Le piéton est l'usager de la route le plus vulnérable, donc il doit être respecté par les vélos, les cyclomoteurs, les motos, les voitures, les camions, les autobus. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un régime de faveur. Par ailleurs, il y a une nouvelle légende urbaine qui consiste à dire que toutes les rues seraient en double sens pour les vélos, ce qui est parfaitement faux et pas du tout dans le code de la route. C'est dans les zones 30 en fait. C'est que dans les zones 30, les zones 30. Signalé par le pictogramme qui va bien ou le marquage au sol. Et donc la ville de Paris a eu une idée géniale, c'est de créer un code de la rue. Donc on voit un petit peu partout sur les panneaux, les ex-panneaux de Co, pour ne pas lui faire de pub, les consignes, les piétons sont prioritaires, même pour les vélos, amende 135 €. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a eu une campagne pour contrôler si les cyclistes laissaient passer les vélos, évidemment quand tu vois le gendarme... tu fais pas n'importe quoi. Donc il n'y a pas eu beaucoup de verbalisation. Mais je pense qu'il faudrait aller plus fort, que les cyclistes devraient avoir une plaque minéralogique identifiable. Ils devraient obligatoirement porter un casque. Ils devraient être assurés pour leur transport à vélo, ne serait-ce que pour les dommages qu'ils causent aux autres, s'ils ne veulent pas s'assurer pour ceux qu'ils se causent à eux-mêmes. Et je trouve qu'on se moque du monde avec le code de la rue quand on a le code de la route. Voilà. Je peux juste... Alors bon, vous savez, oui, Corinne, je me suis présenté comme cycliste. Bon, j'ai fait des compétitions. Mon métier de journaliste m'a amené à couvrir le vélo. Je suis un passionné de vélo, mais entièrement d'accord avec vous, Corinne. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand nous nous entraînons sur les routes et qu'on voit les gens rentrer des villes, dès qu'ils voient un vélo, maintenant, il y a une réaction épidermique parce qu'ils ont vu des gens qui faisaient n'importe quoi. Et moi aussi, quand je suis en voiture, je le dis. Et finalement, nous, cyclistes, aujourd'hui, nous subissons cette tension globale quand on est sur nos routes d'entraînement. Donc oui, 1000 fois. Alors, il y a quand même un truc qu'on remarque aussi chez tous ces cyclistes urbains, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas au feu rouge, Sophie Gauguin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, pour qu'ils finissent par s'arrêter? Parce qu'ils sont censés vraiment le faire. C'est assez symptomatique de ce qu'on vit aujourd'hui dans la société, c'est de ne pas respecter les règles. Comme si c'était une belle façon de vivre ensemble. Non, je pense qu'il faut vraiment... finalement, on va être obligé de sanctionner. Ou parfois même de retirer des espaces de vie partagés, parce qu'en fait, c'est l'usage partagé de la route, de la mer,
l'air. Enfin, on le voit partout, sur tous les espaces aux usages multiples. Donc, moi, je suis maire de ma commune. Pour l'instant, tout le monde respecte parce qu'on n'est pas en proportion comme en milieu urbain avec les trottinettes ou autres, où les usages sont démultipliés. Je pense qu'il faut que chacun se respecte. Il n'y a qu'un seul code de la route et qui doit être appliqué pour tout le monde. C'est la sécurité de chacun. Enfin, et alors, Jean Dorido. Oui, non, vraiment, je vous rejoins. Et alors, il y a même un souci, je trouve, aujourd'hui, c'est les vélos électriques parce qu'ils vont super vite. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, c'est vraiment extrêmement dangereux, c'est hyper anxiogène, quoi, parce que même le cerveau, il a du mal à s'acclimater. On voit un vélo, traditionnellement, on a une idée du temps qu'il va mettre, mais là, en fait, ils vont hyper vite parce que c'est des vélos électriques. Et puis, en cas de choc, c'est extrêmement dangereux. 30 à l'heure, souvent. Ça peut rouler à 35 km/h très vite. Ils n'ont pas de plaque minéralogique, donc c'est vrai que c'est un vrai souci. On peut même pas, en cas d'infraction, c'est la société de l'individuel. Juste un mot pour les cyclistes. Vous avez bien dit le lobby cycliste dans les grandes villes. Donc n'oubliez pas, chers amis auditeurs, téléspectateurs, ce que vous voulez, ça c'est une déformation. Il y a ceux des villes et puis il y a ceux qui sont vraiment du vélo. Comme chez La Fontaine. Essayez quand même de respecter. Arrêtez-vous au feu rouge. Voilà. Et puis aussi, les piétons, quand c'est une piste cyclable, ne vous baladez pas sur la piste cyclable. Vous allez sur tous les pourtours des côtes aujourd'hui. Normalement, c'était fait pour les vélos, mais tout le monde marche et tout le monde s'en fout. Voilà. Allez, c'est parti. Merci d'avoir choisi Sud Radio, chers auditeurs. Vous allez retrouver Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu, dans pas longtemps. Et puis à 17h30, votre grand débat. On vous pose la question sur Twitter. N'hésitez pas à aller voter. LGBT+, jeunesse, faut-il encourager le changement de genre des mineurs, selon vous? Et puis vous pouvez évidemment réagir au 0826 300 300, en particulier si vous avez un petit coup de gueule à faire à ce sujet. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Que vous soyez en voiture, à vélo, que vous soyez assis, ou en trottinette, ou en trottinette peut-être, ou à moto, eh bien vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. Intervenez. Vous avez entendu déjà l'une de nos vraies voix, Corinne Tapiero, taper du poing sur la table comme elle sait le faire, elle seule, contre les cyclistes qui faisaient n'importe quoi. Et nous avons dit que certains cyclistes ne faisaient pas n'importe quoi. Vous parlez de vous en fait. Ah oui, voilà. Allez, nous sommes aussi avec Sophie Gauguin et avec Jean Dorido. Et tout de suite, c'est les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, cher Félix. Nouvelle-Calédonie, incendie et démission. Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, casse-tête institutionnel mais aussi climatique. Ce ne sont pas simplement des arbres qui tombent, il y a des hommes qui souffrent, dit-il. Avec les températures caniculaires, la Grèce en proie aux incendies. Un bombardier de type Canadair s'est écrasé tout à l'heure avec 2 pilotes à bord. L'Algérie est également dévorée par les flammes. Et puis en Norvège, la tentation était trop forte. Le leader de l'extrême gauche contraint de démissionner. Le député filmé en train de voler des lunettes Hugo Boss dans une boutique de l'aéroport. Les vraies voix Sud Radio. Voilà. À 3 reprises, elles ont rejeté l'indépendance par référendum ces dernières années. Emmanuel Macron poursuit sa visite des îles de Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Et il le confirme, une réforme constitutionnelle propre à la Nouvelle-Calédonie va se tenir sur la base d'un consensus, comme prévu par les accords de Nouméa de 1998, des accords qui arrivent à expiration. Le grand risque qui est le nôtre, c'est de faire du surplace. Et au fond, c'est de s'enfermer dans une vérité qui serait celle d'une identité figée et d'un débat institutionnel. Emmanuel Macron confronté à la dualité sur place entre loyalistes vis-à-vis de la France et indépendantistes. Le chef de l'État reçu au Sénat coutumier kanak, le président de cette instance consultative, Victor Goni, assez critique vis-à-vis de la position du ministère français de l'Intérieur, selon qui les Calédoniens devraient attendre encore 1 ou 2 générations avant de revoter sur une éventuelle indépendance. Nous avons la conviction que la France doit vraiment poursuivre et réussir avec le peuple kanak et les citoyens calédoniens, notre modèle de décolonisation. Alors, au-delà des institutions, une menace bien plus concrète à l'agenda, aussi une menace qui grignote le trait de côte du littoral calédonien. Le réchauffement climatique et la montée des eaux, nous prenons acte de la volonté manifestée par la France, dans le cadre de sa politique internationale, d'être un leader dans ce domaine. Pour nous, il y a une urgence extrême à mettre en place pour les États insulaires du Pacifique les outils et les moyens nécessaires pour faire face à cette catastrophe écologique annoncée.
Ce ne sont pas simplement des arbres qui tombent, il y a des hommes qui souffrent, a concédé le chef de l'État. Le recul du trait de côte par endroit de plus de 10 mètres a d'ores et déjà obligé beaucoup de Calédoniens à déménager ces dernières années. Corinne Tapiero, une petite réaction sur cette visite de notre président en Nouvelle-Calédonie. Pardon. Ça a l'air de vous inspirer, Corinne. On l'a perdu. Non, puisqu'elle regardait de l'autre côté. Non, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je suis assez stupéfaite des positions qui sont prises à chaque fois, sans mesurer toutes les conséquences de chacun des termes qui sont employés, que ce soit à l'étranger, que ce soit sur les territoires de France, lorsque le président est en déplacement. Parce qu'il engage beaucoup de choses par ses propos, il donne des espérances qui pourraient ne pas être satisfaites. Voilà, donc moi, ça me gêne toujours un petit peu les commentaires. En revanche, ce qui est très inquiétant, c'est la situation plus écologique, je dirais, environnementale de cette région, qui est vraiment à prendre au sérieux. Voilà. Sur cette notion de partenariat France-Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean Dorido ? Parce que on a suivi toute notre génération les accords de Michel Rocard, les Canaques, etc., etc. Est-ce que pour vous, la Nouvelle-Calédonie, c'est français ? Écoutez, oui, moi c'est mon éducation. Quand j'étais petit à l'école, j'ai toujours appris les fameux territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer. C'est une espèce. Alors c'est sûr que peut-être ça paraît un peu daté aujourd'hui, ça paraît être d'un autre âge, et en même temps, c'est un fait, c'est l'histoire de la France. Nous avons été un empire colonial. Nous avons évidemment à l'époque de De Gaulle décolonisé. Pour autant, il reste des territoires français dans le monde entier, et c'est quand même important de faire le nécessaire pour que tout se passe dans la paix. Et vous l'avez rappelé, Fred Brindel, c'est vrai que moi, depuis tout petit, il y a vraiment un sujet. On a l'impression que c'est une espèce de serpent de mer. L'attaque des gendarmes. Kassovitz a fait un film dessus. Effectivement, Jean-Marie Djibaou, Monsieur Lafleur à l'époque. On a l'impression d'un serpent de mer qu'aucun gouvernement, les uns après les autres, ne parvient à régler sereinement pour qu'on puisse enfin quand même avancer sur autre chose que ces éternels problèmes. Sophie Gauguin, est-ce qu'on peut régler ça sereinement et comme disait Corinne Tapiero, est-ce que c'est pas aussi donner des espérances non réalisables finalement ? Je sais pas, je pense que c'est toujours bien de toute façon qu'un président de la République se déplace pour prendre la mesure lui-même sur un sujet aussi sensible depuis toujours. Après, ce territoire français dans l'espace Pacifique doit se faire dans le respect des personnes et le dialogue. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a aussi cette définition très politique des différents courants de pensée qui se définissent pour ou contre, mais finalement l'intérêt général de cette partie du territoire est où ? Et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à définir. Et l'intérêt général des habitants, mais aussi de la France, parce que cette zone pacifique, elle est stratégique dans le monde, pour plein de raisons. Pour des questions géopolitiques, de guerre, de paix, pour des questions de ressources, et on le voit bien pour des nouvelles questions aussi environnementales. Donc, le phénomène est multiple. Je pense que le déplacement, justement, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'il ne soit pas ponctué d'une déclaration qui ferme la porte, parce qu'on voit bien qu'on est en pleine discussion et que dans un environnement géopolitique mondial, le Pacifique prend une toute autre dimension aujourd'hui. Et puis, pardon, c'est quand même, cette question, c'est toujours compliqué parce que bien sûr, chacun a des rêves d'indépendance. Pour autant, la taille quand même de cet archipel, je dirais, est telle qu'il y aura toujours forcément une puissance mondiale qui la prendra sous sa coupe. On voit bien, on parlait de l'ancien empire colonial, on voit bien qu'aujourd'hui ce sont les Russes du groupe Wagner, les Chinois, il y a toujours des puissances étrangères qui viennent exploiter. Ils ne sont pas colonisateurs. Même si en Océanie, il y a Fidji, il y a Vanuatu. Le jour où les ressources de l'Afrique pourront enrichir les Africains, ça sera ils les ont pas colonisés pour les éduquer comme faut pas tout mélanger quand même. Bon, on est reparti, Félix Mathieu. Vous n'étiez pas d'accord alors ? C'est pas mon rôle de pas être d'accord, donc je me tais. Deuxième mot, incendie. En Grèce, un avion bombardier d'eau s'écrase en luttant contre les flammes. Oui, un bombardier d'eau de type Canadair. Il s'est écrasé avec 2 pilotes à bord alors qu'il luttait contre un incendie de forêt dans le sud de l'île d'Eubée.
Sur fond de canicule, les incendies ravagent une partie des îles touristiques de Rhodes, Corfou, de Baie. Le Premier ministre grec d'ailleurs fait le lien clairement avec le changement climatique, alors que les flammes touchent un autre pays du pourtour méditerranéen particulièrement exposé à ce réchauffement climatique, l'Algérie. Les pompiers algériens poursuivent leurs opérations pour éteindre 13 feux qui ravagent le nord et l'est du pays. Les flammes qui ont déjà tué 34 personnes ces derniers jours en Algérie sur fond de canicule. Troisième mot, démission, celle du leader de l'extrême droite gauche norvégienne. Pardon, je rigole, mais c'est dingue. L'extrême gauche, pardon. Ça m'a perturbé du coup. Après un vol de lunettes. Excusez-moi, je t'ai perturbé. C'est les lunettes Hugo Boss quand même. Oui, des lunettes de soleil. Alors l'histoire ne dit pas si le fondateur du parti Rouge va continuer à chanter cette partie-là de l'Internationale. Pour que le vol rende gorge, pour tirer en tout cas, il s'est fait prendre sur le fait démission. Après avoir écopé d'une amende pour ce vol à l'étalage de lunettes de soleil Hugo Boss, le député s'est fait prendre par la vidéosurveillance d'une boutique de l'aéroport d'Oslo. J'ai fait une grosse erreur et j'ai encore aggravé les choses par la façon dont j'ai géré cela ensuite, confesse-t-il sur sa page Facebook. Dans un premier temps, il avait plaidé l'étourderie prétendant avoir oublié de passer à la caisse, sauf qu'il a été confronté aux images qui montraient quand même une autre histoire. Le leader du parti Rouge qui avait réussi à faire élire 7 députés tout de même, dont lui-même lors des dernières élections législatives il y a 2 ans, mais bon, la tentation a été trop forte. Jean Dorideux, vous avez envie de réagir? Petite analyse sur les kleptomanes, monsieur le psychologue. Allez-y. Non, mais c'est un fait, pardon de faire le psy, peut-être qu'il est kleptomane, ce monsieur, c'est une vraie souffrance. Sans blaguer, il y a des personnes, c'est plus fort qu'eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de voler, et c'est vrai que c'est un vrai souci, parce que c'est quand même incroyable qu'ils se passent prendre la main dans le sac. Comment ça? C'est sur les premières années de la vie qu'on ne... Non, mais c'est un peu un mystère, la kleptomanie. Non, mais il y a un vrai... Non, j'ai eu une personne comme ça qui était venue me voir, lui, c'était à la naissance de sa première fille, un type qui a une très bonne situation, pas dans le besoin, et puis il est devenu papa, et ça l'a mis dans le stress, la peur de manquer, et le type s'était mis à voler, mais carrément de la nourriture dans les supermarchés. Il était très embêté parce qu'il allait partir, pour tout vous dire, expatrié dans un pays lointain, dans lequel ça ne rigole surtout pas avec les voleurs, et c'était un gros stress. Sans blaguer. Sophie Gauguin, quand on est politicien, ça l'affiche mal. C'est un acte anticapitaliste, je pense. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Non, mais bon, mais comment vous voulez qu'on s'en sorte avec des comportements pareils? Après, c'est pas possible. C'est compliqué. C'est compliqué. Valorisation de la vie politique et des politiques eux-mêmes. C'est le sentiment de surpuissance de certains qui pensent d'être au-dessus de tout, au-dessus des lois. Il y a une vraie difficulté. Et lorsque certaines personnes accèdent à un pouvoir un peu trop important pour ce qu'ils sont capables d'assumer, on a des dérapages aussi. Bien sûr. Vous connaissiez cet extrait de l'Internationale, Corinne Tapiro? Non, d'accord. Je ne le connaissais pas, d'autant moins que j'entendais assez mal. Pour que le vol rende gorge. Merci. Bravo Félix pour Mathieu. cette recherche. Bravo. Chers auditeurs, dans pas très longtemps, c'est notre grand débat. Vous n'hésitez pas surtout à aller sur Twitter pour voter. Je vous rappelle la question du jour, LGBT+, jeunesse, faut-il encourager le changement de genre des mineurs? Alors les résultats du vote sont assez clairs. Pour l'instant, vous dites non à 99. Ah oui, quand même. Voilà. 99. Si vous avez envie de parler vrai et de taper un petit coup de gueule sur ce sujet, vous n'hésitez pas au 0826 300 300. On est là pour vous entendre, vous écouter et vous répondre aussi. Allez, à tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. C'est l'heure où ça ne rigole plus, où les choses sérieuses commencent. Le grand débat arrive. Et en plus, pour rentrer dans la cour des grands, nous n'avons que des grands autour de la table. Il y a Sophie Gauguin, célèbre pour son village dont elle est maire, Doluzé. Dozulé. Je me disais, parce que j'avais pas noté. Est-ce que. Allez, je le tente. Mais dans l'ordre, c'est bien. Voilà. Dozulé. Il n'est pas dyslexique. Les anagrammes, c'est bien les anagrammes. Dozulé. Alors, nous avons également Corinne Tapiro qui, elle, est investie dans la ville de Paris. Voilà, c'est ça. Et puis, bien sûr, notre psychologue Jean Dorideux, sur lequel je ne dirai rien, puisque j'ai déjà tout dit sur lui. Allez, c'est l'heure du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Zach a parlé à sa mère de cette petite fille qu'il n'était plus. Et 8 mois plus tard, Zach a entamé sa transition hormonale. De la testostérone une fois par mois pour bloquer la puberté féminine. Il faut être sûr, bien évidemment, qu'il ne s'agit pas d'un malaise passager, d'une interrogation passagère, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré. Depuis que je suis un garçon, je me sens mal dans ce corps et il fallait absolument que je devienne qui j'étais vraiment, une fille.
Un enfant qui parle de suicide à 7 ans, c'est troublant, c'est choquant, c'est inquiétant. C'est un enfant sur 500 qui souffre de ce que Stella appelle une erreur de la nature. J'ai commencé à me rendre compte que j'étais contente quand les gens dans la rue me prenaient pour un garçon parce que j'avais les cheveux courts. Et donc dans ma tête, assez simplement, c'est faite la déduction que s'il n'y a aucun truc de fille, entre guillemets, qui m'intéresse, c'est que je dois pas en être une. La jeune fille affirme qu'après une poignée de consultations en tête-à-tête, il lui délivre le certificat donnant accès à des hormones sexuelles masculines. Petit à petit, je me sens de moins en moins confortable avec le fait d'être vue comme un garçon. Et je me dis, je ne suis pas un garçon. Les vraies voix, grand débat, question du jour. Évidemment, vous pouvez aller voter sur Twitter, chers auditeurs. Alors, une petite mise en contexte pour vous, suite à ce qu'on vient d'entendre. De plus en plus d'enfants et d'adolescents sont diagnostiqués ou se diagnostiquent eux-mêmes dysphoriques de genre, répondant à l'invitation Autodétermine-toi qui a été clamée par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Inquiétude des parents, comme par exemple aussi des membres de l'association Observatoire de la Petite Sirène, dont les premiers travaux ont porté sur le diagnostic de dysphorie de genre, et eux-mêmes s'inquiètent de l'essor des transitions médicales chez les adolescents. La question qu'on vous pose sur Twitter, LGBT+ jeunesse, faut-il encourager le changement de genre des mineurs? Et nous recevons Clémence Fouque. Bonsoir Clémence, vous êtes membre du conseil d'administration de SOS Homophobie et rédactrice du chapitre Transophobie du rapport annuel sur LGBTI Phobie 2023 paru en mai. Bonsoir bienvenue. À vous, bienvenue. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Alors, un texte dans le Wall Street Journal dit il faut privilégier l'accompagnement psychologique aux traitements hormonaux et chirurgicaux. Déjà, peut-être, le point de vue du psychologue Jean Dorido. Alors, le point de vue du psychologue, c'est-à-dire que là, vraiment, toute la question, me semble-t-il, essentielle, concerne 2 points. L'encouragement, doit-on encourager la transition de genre chez des personnes très jeunes, y compris préadolescentes. Et puis, une autre question essentielle, c'est la question de l'irréversibilité. C'est-à-dire qu'un enfant ne soit pas bien dans son genre qui lui a été attribué à la naissance de par ses organes sexuels, ça c'est tout à fait audible et c'est problématique. On a entendu dans le son la question du suicide des enfants. C'est un vrai sujet. La France n'est pas du tout bien placée, je dirais, dans les pays du monde. Le suicide, ça reste quand même la première cause de mort chez les hommes de 25 à 34 ans en France. C'est le numéro 1. Et on a aussi beaucoup de cas chez les adolescents. Donc tout ça, ce sont des sujets extrêmement graves, extrêmement importants. Pour autant, l'irréversibilité, ça pose vraiment question, parce qu'on le sait en psychologie, l'adolescence, c'est une question justement de transformation physique, de transformation psychologique. Nous ne sommes pas que des pensées, nous sommes aussi des hormones. Nous sommes faits de chair et de sang, nous sommes faits de chromosomes. Et donc, si vous voulez, il est tout à fait, je dirais, normal et même souhaitable qu'un adolescent se questionne sur son orientation sexuelle, sur même, évidemment, son genre. Pour autant, dès lors que nous allons collectivement encourager une transition qui deviendra irréversible de par les traitements attribués, là c'est vraiment problématique parce que vous le savez typiquement, c'était un papier du Parisien du mois de mai 2022, on a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui ont suivi une transition à l'adolescence et qui aimerait ensuite faire machine arrière. On va y revenir, on va s'appuyer sur vous, Jean. C'est un vrai problème. Clémence Fouque, encourager, alors on a compris que ça peut arriver le mal-être, effectivement, par rapport à son genre, etc. Est-ce que finalement encourager des jeunes adolescents ou des jeunes mineurs ou même qui sont bientôt majeurs, qui peuvent avoir 16 ou 17 ans, à ce changement de genre, c'est pas un peu compliqué quand même? Est-ce qu'il faudrait pas les laisser faire leur chemin avant d'accéder à tout le processus en fait? Alors, encourager, c'est un mot fort. C'est un peu, on a l'impression qu'on pousse les enfants, qu'on leur dit allez, vas-y, transitionne, on sera fiers de toi. Lance-toi, vas-y. Voilà, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et il y a personne qui revendique ça. Nous, à SOS Homophobie, on revendique pas ça. Il y a aucune association qui revendique ça. Le protocole en place et qui est en place depuis longtemps, qui a fait ses preuves et qui est même là depuis avant ma naissance, c'est ce qu'on appelle le protocole hollandais, que vous connaissez peut-être, qui est celui où on dit, bon, vous êtes un enfant, vous avez le droit de vous questionner, et puis c'est sain, et puis en psychologie du développement, c'est quand même important que l'enfant il se développe,
Il se laisse se poser des questions, mais on sait que c'est pas fixe et qu'il risque de revenir en arrière. Alors, ce qu'on dit, on va donner à l'enfant ce qu'on appelle des bloqueurs de puberté. Et le bloqueur de puberté, c'est utilisé dans d'autres situations depuis très longtemps. On connaît très bien les effets secondaires. Et on dit, on va bloquer la puberté, parce que pour une personne qui est effectivement trans, avoir sa puberté normalement, c'est une forme de torture. On se sent avoir son corps qui tous les jours devient différent de ce qu'on est. C'est vraiment horrible, et donc c'est important de protéger ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là, Clémence, justement, qu'il y a effectivement, vous aviez tout juste sur l'importance de ce mot encourager. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le processus a été fait, il y a l'encouragement qui va se faire pour aider, en fait, pour soutenir. Voilà, il y a un petit problème de son. Merci. Alors, réaction, Corinne Tapiero, c'est ça la question, c'est-à-dire il y a un processus, à partir du moment où il est lancé, ce processus, est-ce qu'on bloque ou est-ce qu'on encourage à aller dans le sens ? Ce que je trouve un petit peu inquiétant, et le sujet sur lequel il nous manque des éléments, c'est quels sont les risques réels de ces bloqueurs de puberté ou de ces hormones. Puisque de toute façon, c'est très bien que lorsqu'on prend des hormones, il y a des effets secondaires, des effets indésirables, qui peuvent être extrêmement graves. Alors, je ne sais pas quel est le parent qui peut accompagner son enfant dans cette prise de médicaments s'il sent que la décision n'est pas complètement affichée. Effectivement, moi, j'avais été un petit peu gênée par le mot encouragement, parce qu'il faut pouvoir accompagner la difficulté de ces jeunes qui ne se sentent pas bien. Mais je crois qu'il y a aussi un accompagnement psychologique qui peut se faire pour arriver à savoir où il se situe, pour l'aider, non pas à changer d'orientation s'il a envie, s'il se sent vraiment différent. Mais ce qui est un peu gênant dans ce mot encouragement, c'est qu'on a l'impression que c'est un grand mouvement de foule, de fond, et qu'on va inciter tout le monde à rentrer un petit peu dedans. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant. Sophie Gauguin, sur cette justement irréversibilité en fait du processus aussi en lui-même, parce que prendre des hormones qui bloquent la croissance, c'est aussi un acte en soi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui devrait attendre l'âge majeur finalement, tout simplement ? Je ne suis pas une spécialiste médicale, donc c'est difficile de se prononcer. Ce que j'aime beaucoup, c'est la franchise avec laquelle vous abordez ce sujet-là, parce qu'effectivement, pour moi, la question encourager, ça relève tellement de l'intime. À une période de la vie pas facile. On sait bien, l'adolescence, c'est compliqué. Généralement, c'est compliqué encore plus, je pense, quand on se pose cette question dans sa vie. Donc, j'étais plus sur l'idée de dire, c'est quoi le meilleur accompagnement pour ne pas, justement, sur l'irréversibilité, se retrouver en grande difficulté plus tard. Et c'est ça l'intérêt, parce que quand on est mineur, on est un enfant, même si on est avancé vers sa majorité. Alors après, il y a les changements d'état civil qui sont possibles quand on est majeur, mais à ce moment-là de la vie, c'est vraiment d'être accompagné à tous les niveaux plutôt, et psychologiquement aussi, pour savoir si on prend la bonne décision. C'est difficile comme question, mais encourager, non, parce que, et merci de le dire aussi spontanément que ça, mais bien expliquer ce qui peut se passer médicalement. Sur ce thème, en fait, nous sommes inspirés avec Judith d'un article du Figaro aujourd'hui, qui avec des réflexions très 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 poussées. Et en fait, c'est dans la mesure où il y a des blocages et où on interdit, la question c'est est-ce qu'il faut encourager à ne plus interdire, en fait c'est ça. Parce qu'il y a ce moment, Jean Dorido, où des jeunes sont en souffrance, et à ce moment-là, toute la machine qui est autour, qui bloque, est-ce qu'il faut encourager cette machine qui bloque à accompagner, justement ? Alors, c'est-à-dire que, pour revenir sur les propos de Clémence, qui sont tout à fait mesurés, bien sûr, je vous entends distinguer la question lorsqu'une personne est effectivement trans. Et ça, en psychologie, c'est une question qui est extrêmement difficile. Comment savoir, si vous prenez une personne adolescente qui a une quinzaine d'années, qui va témoigner d'un malaise au niveau de son genre. Comment identifier, comment savoir, comment évaluer de façon clinique si cette personne est
effectivement trans, à savoir que, comme vous le décrivez très bien, c'est insupportable pour elle, peut-être même dangereux pour son intégrité physique, de la laisser aller dans une puberté, et comment distinguer ce cas d'un cas où cette personne serait simplement traversée par un malaise, je dirais, tout à fait ordinaire, avec en plus, et c'est pour le plaisir du débat aussi que j'évoque la question, quand on parle d'encourager la transition de genre, c'est vrai du point de vue médical, certes, c'est vrai aussi du point de vue de la société. Il y a aujourd'hui, c'est un fait, un activisme trans sur lequel peut-être vous vous exprimerez, Clémence, qui est réel. Vous avez des œuvres de fiction, typiquement une compagnie comme Disney, par exemple, officiellement encourage la présence, si vous voulez, de cette question trans. Et donc, si vous voulez, quand vous avez des esprits, par définition, extrêmement malléables, que sont l'esprit des enfants, des préadolescents, on a aussi une question à se poser. Influençable. Il est hors de question de stigmatiser les personnes effectivement trans. Ça, c'est essentiel de le rappeler. Pas de discrimination, pas de stigmatisation. Pour autant, la question de l'encouragement au niveau sociétal, au niveau artistique de la transition de genre, c'est une question qui me semble très importante également. Clémence Fouque, qu'est-ce que vous répondez à ça justement sur comment on fait pour savoir si c'est un malaise ordinaire d'adolescent ou si c'est vraiment un problème incontournable dans le structurel, quoi? Alors déjà, deux choses que je me sens obligée de réagir au fait qu'on dit qu'on encourage les personnes trans. En France, ça c'est, je pense que c'est un biais qu'on a parce qu'on commence à être visible dans les médias. Moi, entre guillemets, je me farcis des centaines de témoignages pour le rapport que j'écris. Clairement, on n'est pas au niveau de l'encouragement dans énormément de cas. Même au contraire, on est plus du côté de la thérapie de conversion. J'espère pas. Encouragée par de nombreux psychiatres et psychanalystes. On peut rappeler la thérapie de conversion, c'est... Ça n'a rien à voir avec la question trans, c'est pour l'orientation sexuelle. C'est un truc d'un autre âge, la thérapie de conversion. Les thérapies de conversion, ça existe aussi pour les personnes trans. Et d'ailleurs, le groupe républicain à l'Assemblée nationale a essayé de faire voter des amendements qui gardaient les thérapies de conversion légales pour les personnes trans quand ça a été voté l'année dernière. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous faites quand même, pour revenir à la question, pour être sûr que le gamin que vous avez en face, c'est pas un malaise ordinaire et que c'est un malaise structurel? C'est une question qui se pose dans ce qu'on appelle les équipes officielles qui suivent les personnes trans. Et on part un peu d'un compromis. C'est-à-dire, on sait que si on fait quelque chose tout de suite, on risque de faire les choses irréversibles qui posent problème. Mais on sait que si on fait rien, là aussi c'est un péché parce que c'est aussi irréversible en fait, ce qui arrive au corps naturellement. Donc comment on fait? On essaie de gagner du temps. Et on gagne du temps avec des bloqueurs de puberté. On dit on stoppe la puberté aussi longtemps qu'on peut, sans mettre en danger la personne, parce que les bloqueurs de puberté, c'est depuis longtemps et ça reste quand même assez safe. Et comme ça, la personne, elle peut être plus âgée quand elle prend une décision vis-à-vis. C'est-à-dire qu'en général, personne en France nous donne des hormones à une personne de moins de 16 ans. Il y a les chirurgies en France, bon, déjà, il y a très peu de personnes en France il y a très peu de personnes trans en France qui font des chirurgies, parce que déjà... il n'y a pas assez de médecins qui en font et ça coûte cher. Il y a un débat là-dessus entre l'Endocrine Society, c'est-à-dire les endocrinologues, et qui sont souvent en conflit avec les psychiatres sur le fait d'encourager ou pas. Sophie Gauguin. Oui, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. J'essaie de placer ma réflexion sur l'humain. Et je pense que le meilleur accompagnement, mais certainement ce que vous dites, c'est qu'on n'a pas assez d'abord de recul sur les différents protocoles qui sont mis en place, mais vous pourrez très bien me contredire, et que ce que je comprends, c'est de laisser du temps pour une forme de maturité. Donc on arrive tous à être d'accord, je pense, sur le fait qu'il faut accompagner. Après, jusqu'à quel moment de la maturité de la personne? Est-ce que c'est jusqu'à sa majorité? Je serais tentée de dire assez oui en vous écoutant, et de ne pas vous mettre en risque de santé publique et de santé physique et psychologique. Ça me paraît le plus important, mais je pense qu'il y a des protocoles médicaux qui sont déjà en place pour
ce parcours très spécifique. Clémence, vous avez dit compiler un grand nombre de témoignages. Est-ce que vous avez des témoignages dans ceux que vous avez reçus de jeunes ados qui changeraient d'avis en cours de processus? Alors, ce qu'on appelle la détransition. Oui. Alors, on fait grand cas de la détransition parce que c'est quelque chose qui fait peur. Et c'est marrant parce que ce que vivent les personnes qui détransitionnent, parfois dans leur souffrance, c'est ce que vivent chaque personne trans qui n'est pas accompagnée. Et il y a... Mais déjà, premièrement, les personnes qui détransitionnent, elles sont très peu. Quand on regarde les statistiques, c'est vraiment du pour 1000. C'est pas du pour 100, c'est du pour 1000. Deuxièmement, la plupart des personnes qui détransitionnent, 80%, elles le font à cause de pression sociale, parce que justement, on ne laisse pas les personnes trans... Parce que par exemple, pour avoir un métier, il y a beaucoup de personnes trans qui détransitionnent parce que c'est compliqué de trouver un emploi. Et parmi celles qui restent, il y en a qui regrettent, mais tout comme tout le monde peut regretter n'importe quelle intervention dans sa vie. Sauf que là, c'est pas un simple voyage. C'est-à-dire quand on revient de la détransition, c'est peut-être irréversible aussi. Il y a une partie politique aussi, et je l'entends déjà dans chacun de vos propos autour de la table, les vraies voix. Et d'ailleurs, réagissez les auditeurs de Sud Radio 0826 300 300. La page du magazine Vie des familles du site internet de la CAF titrait « Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner ?» Eh bien, dans une lettre ouverte au ministre de la Santé, il y a 80 signataires professionnels de santé qui ont dit au ministre faites cesser cette désinformation. Donc on sent bien qu'il y a de l'enjeu politique. Sylvie du Tarn, notre auditrice, n'hésitez pas à réagir, vous le savez, au 0826 300 300. Sylvie, justement, qu'est-ce que ça vous évoque, tout ce que vous venez d'entendre autour de cette table? On vous écoute. Alors moi, il y a des propos. Bon, je partage ce qu'a dit, comment il s'appelle, Monsieur Dorido. Oui, Jean Dorido. Voilà, Jean Dorido. Par contre, je suis effarée. Les propos que j'entends de la personne, c'est Clémence, c'est ça? C'est Clémence. Oui, Clémence. Ouais. Moi, je suis effarée. Ça la gêne pas du tout. On donne des bloqueurs de puberté. Tranquillement, elle annonce ça. Mais les bloqueurs de puberté, quand la personne elle va arriver à 20 ans et qu'elle voudra plus devenir changer de sexe, elle va faire comment? Son corps aura bouffé pendant des années et des années des bloqueurs de puberté. Il faut quand même en prendre conscience de ça. Même si ça peut paraître anodin, c'est quand même de la cochonnerie que son corps a engrangé. Clémence Foot, qu'est-ce que vous répondez à notre auditrice? Le protocole qui fait ça et qui est utilisé depuis quasiment 30 ans montre que sur le long terme, il n'y a pas d'effet néfaste. Justement, c'est ça, tout le but de la démarche, c'est que les bloqueurs de puberté sont réversibles parce que personne veut... Donc ça veut dire que si par exemple un enfant il prend un bloqueur de puberté à 16 ans, bien avant ou à 14 ans ou à 13 ans ou quel que soit l'âge, s'il arrête à 20 ans, il peut retrouver sa puberté normale. C'est-à-dire le processus remet en marche. La puberté terminée à 20 ans, c'est ça? Mais c'est bien pour ça que je pose la question. Alors déjà, c'est les cas de figure où la personne prendrait sa décision à 20 ans alors qu'elle peut la prendre avant 16 ans, parce que à 20 ans, c'est déjà quelques années que sur les questions se sont fixées. On peut toujours changer d'avis à 20 ans quand même. Oui, mais c'est pas le but. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Ma question, c'est est-ce que si vous arrêtez les bloqueurs de puberté à 20 ans, après 8 ans de prise, vous avez commencé à 12 ans, est-ce que vous pouvez retrouver votre corps tel qu'il aurait été si vous ne l'aviez pas fait? Je pense qu'il y a peut-être je me suis peut-être mal exprimée sur l'utilisation des bloqueurs de puberté. Allez-y. Parce qu'en fait, ça sert juste à délayer la puberté le temps que la personne soit suffisamment mature pour prendre une décision. Donc 18 ans, quoi. Oui, 18 ans ou 16 ans, ça dépend des juridictions, des pays. Vous dites que ça sert à retarder l'échéance, c'est ce que vous dites? Ça sert. Oui, mais donc je peux vous reposer la même question. Si à 18 ans, vous décidez que finalement, vous voulez plus être trans et vous avez pris des bloqueurs de puberté, est-ce que votre corps revient à la normale? Oui. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir, allez-y, combien il y a à peu près de jeunes qui seraient dans cette situation de pas savoir où ils sont, s'ils sont trans, s'ils ne le sont pas, ou qui voudraient transitionner? Ça, en fait, on ne le sait pas, justement. C'est pour ça qu'on agit avec prudence. Et vous l'estimez-vous à combien? Puisque vous êtes une association, donc ça veut dire que vous avez des membres qui sont venus pour des raisons... Sur la France, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des chiffres sur la France? C'est très compliqué à voir. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, on disait une personne sur 100 000. Ouais. Quelques années plus tard, une personne sur 10 000. Puis après, une personne sur 1000.
Là, les derniers chiffres que j'ai, c'est environ 1,5% de personnes confirmées qui seraient trans. Sur 1000 ? Non, 1%. 1% de la population, quoi. Et à peu près autant, voire un petit peu plus, qui sera en questionnement. Une conclusion de 15 secondes, Jean Dorido ? Non, écoutez, d'abord, on peut apprécier effectivement ce débat apaisé, parce que vous l'avez dit, Fred Brindel, c'est un fait. Là, on n'a plus le temps. Il y a une dimension, bien sûr, idéologique autour de ces questions qui est très importante. Il y a une dimension aussi de commerce. Toutes ces hormones, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont fabriquées par des laboratoires. Et ça aussi, il y a énormément d'argent. Et si vous êtes Monsieur Labo qui fait les hormones, vous avez beaucoup plus intérêt à ce qu'il y ait 15 personnes sur 1000 qui aient besoin de transitionner, plutôt qu'une sur 100 000, évidemment. Donc c'est un débat passionnant à poursuivre. Bon. Merci beaucoup Clémence. Merci Clémence. Chez nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de SOS Homophobie et rédactrice du chapitre Transophobie du rapport annuel sur LGBTI Phobie 2023 paru en mai. Et Sylvie reste avec nous. Sylvie Dutarn qui reste avec nous. Notre auditrice, elle reste avec nous parce que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et puis là, qu'est-ce qui se passe juste après ? Voilà, on va jouer. Vous allez choisir votre coéquipier, Sylvie, ou coéquipière, évidemment. Allez, vous restez avec nous, chers auditeurs. On revient. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Chers auditeurs, merci d'avoir choisi Sud Radio, où que vous soyez. Nous sommes là pour vous écouter, pour vous parler aussi, évidemment. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Puis tout de suite, on va jouer au quiz de l'actu avec notre auditrice, justement. Sylvie. À côté d'Albi. Sylvie à côté d'Albi. Ouais, ça rime en prime. Le quiz. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, Sylvie. Vous choisissez qui ? Alors, vous avez le choix entre Corinne Tapiero, qui a un capital intellectuel considérable. Qui vient de dire pas moi, quand même. Tout comme Jean Rideau, tout comme Jean Dorido et tout comme Sophie Gauguin. Choisissez votre coéquipier. Non, Madame Tapiro. Fallait pas dire pas moi. Voilà. Corinne et Sylvie, vous formez l'équipe A. Corinne et Sylvie. Et pour l'équipe B, c'est donc. Vous allez perdre, Sylvie. Jean et Sophie. Écoutez-moi bien, Jean et Sophie, l'équipe B. Corinne et Sylvie, l'équipe A. Quand on pose une question à l'équipe A, c'est l'équipe A qui répond et vice-versa. Éventuellement, attendez qu'on vous demande. A n'a pas réussi quand même. Allez, on y va. Récupérer le point. C'est parti pour l'équipe A. Qui prendra, elle est facile celle-là, qui prendra la direction effective de la rédaction du JDD à partir du 1er août, malgré l'avis de la rédaction en grève depuis plus d'un mois? Moi j'ai la réponse. Il a été viré à l'heure actuelle. Allez-y Sylvie, vous l'avez sur le bout de la langue? Moi j'ai, moi. Geoffroy le jeune. Geoffroy le jeune, bravo. Bonne réponse de Corinne et de Sylvie. Ex-directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Voilà. C'est le groupe Lagardère. Maintenant, l'équipe B. Selon l'eurodéputée insoumise Manon Aubry, quel ustensile de travail sur les plateaux de télévision est sexiste? Oui, j'ai vu passer ça. Je le sais. Manon Aubry, aïe. C'est un truc de maquillage. Ce n'est pas un truc de maquillage. Vous dites-vous le micro, le casque. Alors quel micro? Il faut être précis. Le micro cravate. Bravo. Pas compris d'ailleurs. C'est comme le barbecue. Non, parce que les micro-cravates sur les hommes sont des appareils conçus pour la télévision. Elles desservent la cause qu'elles veulent servir, c'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'explication de Manon Aubry? Pourquoi un micro-cravate est sexiste? Si vous m'aviez laissé terminer ma phrase, vous auriez entendu que je vous ai dit qu'elle dit que cet ustensile a été pensé par des hommes, pour des hommes micro-cravates. Je vous rappelle que vous êtes très peu de femmes à porter des cravates. Voilà. C'est le nom. Si madame est notaire. Sylvie, je vous ai entendu réagir. C'est vrai, ça vous a surpris, Sylvie? Je suis très engagée. Tout à fait. Si on ne peut pas l'accrocher à la cravate, on l'accroche au chemisier. Et pourquoi les femmes ne mettraient pas de cravate d'abord? En plus, c'est très sexy. Question A, c'est parti. L'équipe A. Corinne Tapiero, pardon, elle a dit micro-culotte. Excusez-moi. Allez, équipe A, uniquement les A. Quelle profession doit renoncer aux destinations lointaines et exotiques et idéalement rester sur le territoire national pendant ses vacances? Pendant ses vacances. Alors, Corinne et Sylvie. Corinne, Sylvie. Les policiers. Non, pas les policiers. Les politiques. Les politiques, mais plus précisément le gouvernement. Les membres du gouvernement. Bon,
Corinne Tapero vous fait le travail, hein, Sylvie, hein, pour l'instant. C'est exceptionnel. Hein. Équipe B, c'est parti. Équipe B. 21 tonnes de quels produits utilisés par les jeunes ont été saisis dans un entrepôt de vénitieux protoxyde d'azote, autrement appelé le gaz hilarant. Non, surtout pas prendre. Non, mais attendez, il faut dire aux gamins, c'est très dangereux. Il y a des mômes qui ont fait des vrais problèmes au cerveau. Il y a même un type de 19 ans qui est mort parce qu'on a trop pris. Donc ne prenez surtout pas de ballon, c'est très dangereux. Allez, question A, c'est parti. Sur quelle chaîne de télévision Laurent Ruquier va-t-il présenter sa nouvelle émission? Sur la une. Non. Vous dites quoi, Sylvie? Sylvie. Marché Bolloré doit être sur la 8, je pense, ou sur LCI. Non, pas du tout. Réponse BFM TV. BFM TV, Jean Dorido. Sur BFM TV, le monde nouveau. À 20h. Alors donc, écoutez, la situation est claire. Si vous répondez à la question, Sylvie Gauguin et Jean Dorido, vous avez gagné. Si vous ne répondez pas, mais que Sylvie et Corinne répondent, alors à ce moment-là, elles égalisent. C'est parti, top. Quelle monnaie est utilisée au quotidien en Nouvelle-Calédonie? Alors... Sophie, je vous laisse. Oui, mais c'est sympa. J'adore cette forme de courtoisie. Bon, je sais pas, elle est complètement intéressée. Non, parce que je vois que vous le savez. Vous ne l'avez pas. Non, mais attendez. Non, mais l'euro, c'est l'euro. Ce n'est pas l'euro. Réponse de Sylvie et de Corinne. C'est pas l'euro, mais ça va me revenir. Sylvie, vous avez une idée? Non, je sais pas. Le franc calédonien. J'allais dire le franc. Vous dites le franc de quelle région? De la région le Pacifique. Bravo. Match nul entre les deux équipes. Allez, attendez, on répond vite. Attention, qui répond le plus rapidement? Quelle est la capitale de la Pologne? Varsovie, c'est Jean Dorido, c'est l'équipe B qui a gagné. Voilà, on en parle plus. Bravo. C'était un match superbe. On est super en retard. Et vous restez avec nous, chers auditeurs. Il y a le tour de table de l'actu des vraies voix. Évidemment, le débat, 18h30. Pardon, je vous rappelle la question qu'on vous pose sur Twitter. Les JO arrivent dans un an, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène. Le risque en vaut-il la peine? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix de l'été avec mon cher confrère Frédéric Brindel et nos éditorialistes des vraies voix que vous connaissez bien, que vous aimez, chers auditeurs, comme nous les aimons. Corinne Tapiro. Ouais, très bien, Corinne. Corinne, vous êtes conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Voilà. Jean Dorido. Très bien aussi, Jean docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi. J'essaye d'être un petit peu sérieuse. Oui, prenez exemple, monsieur Brindel. Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie et maire de Doluzet. Ça, c'est dans le bon sens? Non, c'est Dozulé. Visiter Dozulé, c'est une petite ville qui en vaut le déplacement. Mais pas Doluzé, vous le trouverez pas. Non. C'est dans le 14, dans le Calvados, oui. Dans le Calvados. Et puis, chers auditeurs, vous n'oubliez pas le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. On vous pose la question si la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène, est-ce que c'est le risque en vaut la peine? On vous pose la question sur Twitter. Donc vous réagissez, vous nous appelez aussi, évidemment, au 0826 300 300. Puis tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Votre top clic du jour, Félix Mathieu, quand la maire de Paris s'en prend au PSG sur le dossier, de Kylian Mbappé. Oui, c'est normal. Oui, Anne Hidalgo interrogée ce matin chez nos confrères de BFM TV sur le conflit entre le club parisien et son attaquant. Je comprends pas du tout à quoi joue le PSG. Ils ont le meilleur joueur du monde. Kylian, c'est le meilleur joueur du monde. Ils lui demandent de s'engager au-delà de l'année supplémentaire. Ou alors ils sont prêts à ne pas le faire jouer. J'avoue que je comprends rien. Mais évidemment que Kylian est un joueur extraordinaire. Il faut le garder à Paris. Moi j'aimerais le garder à Paris. Je crois que c'était aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible à Paris. Donc la question c'est plutôt à quoi jouer le PSG.
Alors, au cœur du conflit entre les deux parties, le contrat de Kylian Mbappé qui expire à l'été 2024. Le joueur a informé le PSG qu'il ne souhaitait pas activer la clause pour lui permettre de prolonger une saison supplémentaire. Le PSG en fait persuadé que son joueur a déjà un accord pour signer l'année prochaine au Real Madrid. Il veut donc que sa star prolonge son bail ou bien soit vendu dès cet été, car si ça se faisait dans un an seulement, eh bien Mbappé pourrait partir librement sans que le club ne touche d'indemnité de transfert. Ça représenterait forcément un gros manque à gagner pour le club parisien qui a beaucoup investi dans Kylian Mbappé. De ce fait, c'est assez facile à comprendre, Madame la maire. Effectivement, si le PSG, c'est que le PSG a besoin d'argent. Oui, le PSG va prendre 300 millions d'euros dans la transaction à 700 millions. Si elle ne comprend pas ça, c'est un peu étrange. Et si elle veut garder Kylian Mbappé à Paris, on lui rappelle que le PSG n'appartient plus à la ville de Paris. Oui, juste une parenthèse. Très juste. Jean Doredo, vous avez quelque chose à redire? Non, écoutez, je vois le moral des spécialistes. Dans la psychologie de Kylian Mbappé, est-ce que vous comprenez que ce jeune homme... Dans la psychologie du PSG, c'est quand même triste que Paris n'ait pas un grand club de football. Il y a quand même... il n'y a pas d'équipe. Paris est magique, fin Jean. Je ne vais pas froisser les supporters. Paris est magique, certes. Pour autant, il y a quand même un vrai souci. Il n'y a pas d'équipe au PSG et c'est un problème. Il n'y a pas de collectif. Il y a une équipe, mais il n'y a pas de collectif. Donc pas d'équipe. Monsieur le psychologue, un mot est un mot. Il y a plus de suspense dans le foot que pour un remaniement ministériel. Voilà, ça rapporte plus. Oui, a priori, il y a plus de sous. C'est surréaliste, je trouve, moi, quand on voit quand même la situation dans le pays. Je trouve que bon. Cher Félix Mathieu, un autre sujet. Tiens, on n'en a pas parlé hier déjà de ça. Le changement de nom de Twitter continue d'agiter le réseau social X. Oui, c'est le deuxième épisode. Oui, c'est encore Twitter, mais ça devient X et ça fait beaucoup parler sur Twitter, enfin sur X comme vous préférez. Pour le moment, c'est encore en cours de transition. Le petit oiseau bleu supprimé, remplacé par ce X noir et blanc. On en a parlé hier effectivement, et beaucoup d'internautes s'indignent et proposent maintenant des logos alternatifs avec par exemple un oiseau et un X entremêlés, ou bien un oiseau en forme de X tout simplement. D'autres s'amusent aussi de cette scène assez insolite qui a lieu à San Francisco ces dernières heures. Elon Musk a voulu faire décrocher l'enseigne et les lettres du mot Twitter de la façade de l'entreprise. Sauf que la police est intervenue en cours d'opération pour l'arrêter. Alors, il ne reste plus qu'un E et un R, mais la police est intervenue. Alors, c'est pas en fait que les autorités sont opposées au changement de nom du réseau social, donc c'est qu'elle a considéré ça comme des travaux non déclarés. Voilà. Donc, Elon Musk n'a pas encore réussi à faire enlever l'enseigne Twitter des bâtiments du réseau social. Alors, X ou Twitter pour travaux non déclarés, Jean Doredo? Non, mais c'est vrai que c'est quand même fascinant, ce monsieur Elon Musk qui est parmi les plus riches du monde, et c'est un fait qu'il a une espèce une fantaisie plus que surprenante, et c'est toujours intéressant de regarder ce qu'il va faire. Voilà, ça peut paraître complètement dément et bidon. Il voulait envoyer des fusées, tout le monde disait qu'il n'arriverait jamais, il l'a quand même fait. Tesla, tout le monde disait la voiture électrique c'est ringard, ça marchera jamais. Il a inventé quand même les Tesla avec un succès fou. Il est surprenant, ce monsieur. Avec un succès fou, ça me rappelle une chanson. Vous vous souvenez, c'était notre chanson, ça, avec les filles, un succès fou. C'était surtout vous, Frédéric Brandel, on va pas se mentir. Est-ce que c'est un bon, Sophie Gauguin? Je vois que je vous ai fait rire autant que vous. On est dans l'autocongratulation. Sophie, c'est bizarre d'appeler quand même ça X, parce que X, on pense à autre chose. C'est réussi, tout le monde en parle. La stratégie d'Elon Musk, c'est quand même que tout le monde ne parle que de lui tout le temps. Que ce soit sur un sujet ou un autre, la conquête de l'espace, donc la recherche, l'intelligence artificielle, enfin il est sur tous les sujets, il veut qu'on parle de lui, donc il le fera tout le temps, à chaque instant. Moi, ce qui m'étonne plus, c'est le fait que, par exemple, sur des innovations économiques qu'il porte, les États soient pas plus en alerte. La conquête spatiale, l'environnement, et c'est plus ça qui me préoccupe que le changement de nom, parce que c'est quoi sa stratégie au final? C'est de se rendre incontournable dans des stratégies étatiques ou des compétences supra-gouvernementales. Moi, c'est plus ce sujet-là qui m'interpelle. On l'a pas attendu pour être complètement dans les choux au niveau des médicaments, par exemple. Permettez-moi de vous conseiller un livre, chers auditeurs, le dernier livre de Douglas Kennedy qui raconte C'est ainsi que nous vivrons, qui est absolument génial, dystopique, et qui raconte justement que la planète sera dirigée par
par les entreprises qui développent l'intelligence artificielle incessamment sous peu. Corinne Tapiro. Moi, je suis un petit peu étonnée de sa décision. D'abord, c'est pour faire beaucoup d'argent. C'est ce qui l'intéressait au premier chef. D'abord, il veut se rembourser du prix d'achat de ce réseau social. Et c'est étonnant parce que Twitter, c'était l'idée d'avoir choisi un oiseau qui pépit. C'était une parole courte, très courte, puisqu'avant c'était 80 signes. On en est à je ne sais plus combien là maintenant. Et aujourd'hui, pour avoir un compte certifié, ça n'est plus un compte certifié en réalité. C'est une certification qui te permet d'écrire aussi long que sur Facebook. Donc c'est plus du tout la même chose. Et en fait, il est en train de faire muter ce média vers davantage, alors je dirais pas de complotisme seulement, mais de gens qui donnent des avis qui sont invérifiables et incontrôlables. Open bar. Merci Félix Mathieu. Merci cher Avec Félix. plaisir. Chers auditeurs, vous restez avec nous évidemment parce que dans pas très longtemps ça va être le tour de table de l'actu des vraies voix évidemment. Et puis on vous rappelle aussi notre question du jour sur les JO dans un an, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène. Est-ce que le risque en vaut la peine? Vous réagissez, vous nous appelez au 0826 300 300. On est là. Si c'est pas possible à Paris, on le fait à Dozulé, vous savez, voilà. parce que Sophie Gauguin est maire et elle veut bien. C'est bien, vous avez appris à le dire entre temps. Dozulé. Voilà, allez, à tout de suite. 100 fois. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Chers auditeurs, welcome back. On parlait de Kylian Mbappé, peut-être vous aussi, les auditeurs. Oui, parce que vous pouvez on fera peut-être un débat d'ailleurs dessus. Sur Kylian Mbappé. Oui. Vous êtes sûr? Non, enfin moi je pense que ça peut être intéressant. D'accord, mais je voudrais quand même vous dire, chers auditeurs, que pendant que vous entendez la pub, ça discute. Ça discute en studio. Alors, justement, c'est l'heure du tour de table de l'actu des vraies voix et on va bien discuter encore. Allez, c'est parti. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures. Mais vous fumez, monsieur. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. De l'actualité. Notre Bilger. Peut-être qu'il nous écoute, Philippe Bilger. On le salue, il est en accord. Bonjour. Alors nous avons Jean Dorido. Voilà. Est-ce que je peux dire vous êtes l'amoureux futur de Frédéric Brandel, si c'est pas déjà le cas. Non mais écoutez ce qu'il nous a proposé quand même. Moi je lis. Entre parentalité positive ou partisan du time out, pourquoi cette bataille déchaîne-t-elle les passions? C'est déjà tout un mystère. Expliquez-nous. Alors explication. C'est un papier qui est sorti dans Le Monde parce qu'il y a aujourd'hui une querelle d'experts sur la question justement de la bonne éducation pour les enfants. Il y a depuis quelques années maintenant, et c'est heureux, l'idée d'une parentalité dite positive, et c'est notamment une parentalité qui veille à éviter ce qu'on appelle les VEO. Les VEO, ce sont les violences éducatives ordinaires. Vous savez, toutes ces humiliations, parfois même des sanctions corporelles, physiques, qui traumatisent les enfants, qui sont contre-productives en termes éducatifs. Et donc il y a ce mouvement de fond depuis un bout de temps maintenant, porté par des spécialistes, et puis une psychologue, Caroline Goldman, pour ne pas la nommer, qui est la fille de Jean-Jacques Goldman. Et oui, elle marche seule. Elle est pour la elle est pour éduquer les enfants. Elle explique, elle a écrit un livre qui s'appelle File dans ta chambre, dans laquelle finalement elle fait la promotion d'une éducation beaucoup plus à l'ancienne. Et alors il est important de rappeler parce que ça, donc j'ai choisi ce tour de table parce que Le Monde explique que ça déchaîne les passions. C'est-à-dire qu'ils ont eu, lorsqu'ils ont fait un papier sur le sujet, ils ont eu un nombre de visites complètement hallucinant sur leur site, ce qui était complètement, si vous voulez, 2,3 millions de visites sur leur site, ce qui n'arrive jamais, parce que ça déchaîne les passions. Et pourquoi ça déchaîne les passions? Parce que l'éducation, si vous voulez, personne n'y connaît rien. C'est vraiment une question d'experts. Et alors le papier explique que ce serait peut-être bien quand même de faire confiance aux parents. Évidemment que non, il ne faut pas faire confiance aux parents parce qu'on a quand même eu des hérésies en termes éducatifs pendant très très longtemps. On a encore eu un préfet de l'État récemment, le préfet de l'Hérault, qui a incité à la violence sur les enfants, qui a dit que c'était bien de mettre 2 claques et de les envoyer au lit. Donc on peut rappeler quand même qu'il est interdit en France de frapper les enfants. Et si vous voulez vous faire une idée de ce qui est correct en termes d'éducation, déjà envisagez tout ce que vous refuseriez qu'un autre adulte que vous fasse à votre enfant. Est-ce que vous accepteriez que quelqu'un mette une gifle à votre enfant sur la plage, par exemple? Je ne pense pas, j'espère pas. Vous avez raison. Donc si vous le refusez à quelqu'un d'autre, vous, faut pas le faire. Est-ce que vous accepteriez que quelqu'un enferme votre gamin seul
pour le punir? Je ne pense pas, je n'espère pas. Mais si vous n'êtes pas d'accord pour quelqu'un d'autre que vous le fasse, eh ben vous, il ne faut pas le faire. Et donc, si vous voulez, ça rappelle quand même à quel point il y a une vraie crise dans notre pays autour de ce problème de l'éducation. On l'a vu encore récemment avec ces émeutes urbaines où on a, si vous voulez, des enfants qui sont complètement à la dérive. Et donc, il est très très important d'éduquer les parents pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. C'est une idée de débat, ça. Ouais, voilà, vous notez bien. Je note, oui. Corinne Tapiro, vous avez des petits-enfants. On a tous, je pense, plus ou moins des enfants autour de cette table. D'un point de vue strictement personnel, à un moment donné, il faut mettre des barrières, il faut mettre un cadre. Et c'est aussi peut-être parce qu'il n'y a pas de cadre, finalement, que les gamins ils sont descendus dans la rue faire toutes ces émeutes. Je vais peut-être heurter le psychologue qui est à côté de moi. Mais je pense que les enfants qui n'ont pas de cadre sont des enfants qui n'ont pas de limite et qui ont une vraie difficulté à se projeter. On l'a vu avec les émeutes, les enfants n'ont pas de limite, ils sont dehors à des heures incroyables, on a l'impression qu'il n'y a pas de parents. À un moment donné, j'avais vu circuler, on a parlé d'une vidéo que je n'ai pas vue, circuler d'un père qui vient récupérer son enfant et qui le met à l'arrière de sa voiture, qui est devenu un coffre, et tout le monde a été scandalisé, mais personne n'est scandalisé du fait que cet enfant était en train de dégrader des biens publics. Alors on a ça, et je me rappelle d'un livre très bien écrit à l'époque qui s'appelle Enfant roi, parents martyrs, qui est une vraie critique de cette éducation, comme si l'enfant était en fait l'alter ego de l'adulte. Un enfant a besoin de l'adulte pour se construire. S'il a un adulte absent en face de lui ou évanescent qui ne sait pas où il va, je pense qu'il ne peut pas avancer. Sophie Gauguin, qu'est-ce que ça vous fait ressentir cette conversation? Tout est question de c'est quoi le cadre. Si le cadre c'est la malveillance, non, c'est pas un bon cadre parce que de toute façon on reproduira ensuite le modèle qu'on s'est vu malheureusement appliquer enfant. Et ça aussi c'est une des questions de la violence. La société violente, elle est née de tout ça aussi. Donc le cadre, oui, c'est-à-dire il faut savoir dire non. Je pense rien n'est plus difficile d'être parent, mais de dire que dire non, c'est fixer un cadre, c'est aider à se construire parce que expliquer le pourquoi du non. Dire non pour dire non, le dire de façon posée et l'expliquer, je pense que c'est déjà un bon moyen. Et effectivement, un enfant a besoin d'un environnement cadré, mais après, c'est lequel? Cadré dans la violence, pour moi, c'est non. Les vraies voix, il reste 2 minutes pour le tour de table. Non, juste merci Sophie Gauguin et merci Corinne Tapiro. Être bienveillant ne veut pas dire pas mettre de cadre. Et c'est le piège dans lequel tombent les parents de croire que la bienveillance de nous avoir donné une idée de débat. C'est au tour de table de Sophie Gauguin en 2 minutes. Le travail des sauveteurs en mer dans un contexte de défaillance de l'engagement citoyen, c'est ça votre sujet? Oui, j'aimerais leur rendre hommage. Ce sont des héros du quotidien qui veillent sur nous, quelles que soient les saisons. Alors là, c'est la saison estivale et d'ailleurs, la SNSM recrute pour le mois d'août. On a besoin de ces personnes qui s'engagent. C'est un vrai bel exemple, je pense, d'altruisme, de s'engager pour porter secours à autrui au moment où on évoquait ça la semaine dernière. Les gens filment les catastrophes plutôt que d'intervenir. Et ça, c'est terrible. Et donc, je voudrais leur rendre hommage. Ils sont 9000 en France. Ils sont un statut de bénévole. Je rappelle d'ailleurs qu'ils posent question parce que ils ont une obligation, on va dire, une pression sociale très très forte alors qu'ils sont engagés bénévolement et que, voilà, je pense que ce sont des héros du quotidien qui méritent tous nos respects et attention. Et on avait parlé du chiffre des noyades aussi, qui est considérable. Oui, et le sujet d'aujourd'hui, malheureusement, fait écho à ce que l'on vit en France, c'est-à-dire que 30% des noyades, je crois, dès cet été, là, sont mortelles, c'est-à-dire la plus grande vigilance des uns et des autres sur les usages de la mer quand on ne connaît pas. Et merci à ces jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a une belle générosité chez les sauveteurs en mer, c'est très intergénérationnel. Ils se transmettent aussi des savoirs, des encouragements, et je voudrais leur tirer mon coup de chapeau et toutes mes pensées à celles et ceux qui veillent sur nous sur le littoral normand. C'est très beau. Merci Sophie Gauguin. Dans quelques instants, chers auditeurs, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Le sujet du jour, je vous le rappelle, c'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Cérémonie d'ouverture des JO 2024 sur la Seine, est-ce que le risque en vaut la peine? Vous nous dites non à 94%. Donc 94 ouais. Ah
oui, c'est la cérémonie d'ouverture des JO dont on parle. Là. D'accord. C'est assez clair. Et puis évidemment, vous pouvez continuer à nous appeler au 0826 300 300 pour réagir à l'actualité et à cette question en particulier, bien évidemment. Sud Radio, c'est votre radio. Allez, à tout de suite. Au 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Oui, vous êtes bien dans les vraies voix de l'été de Sud Radio. Et puis il est 18h30 pile, précise. Quel bonheur. C'est l'heure du coup de cœur, des vraies voix. Du coup de projecteur plutôt. Avec les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Et les vraies voix, vous les connaissez, chers auditeurs. Corinne Tapiero, Jean Dorédo et Sophie Gauguin. Dans un an, nous y serons. 100 ans après, les Jeux Olympiques reviendront à Paris. Le monde entier s'apprêtera à vibrer à l'unisson devant les plus grands exploits sportifs. Pour l'occasion, le comité d'organisation relèvera un défi inédit. Organiser la cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade, sur la scène, en proie à tous les risques sécuritaires. La France a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Notre question du jour, le risque en vaut-il la peine ? La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dite confiante ce matin chez nos confrères de BFM TV à un an jour pour jour de cette cérémonie d'ouverture inédite. Ça vous fait sourire, Corinne ? C'est parti, on écoute. Parce que la grande nouveauté, c'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir assister gratuitement à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Donc il faut qu'il y ait un confort et une sécurité pour toutes les personnes qui pourront accéder. Bien sûr que les Jeux, pour que la fête soit belle, pour qu'elle ne soit pas gâchée, il faut se prémunir contre ceux qui voudraient venir gâcher la fête. Et il y en aura évidemment. Mais aujourd'hui, moi j'ai vraiment confiance dans la nature du travail qui est engagé. Et au-delà de cette question de sécurité, les Jeux, c'est quand même un moment aussi très fédérateur. Alors, avant de vous donner la parole, Corinne Tapiero, parce que je vous vois fulminer, je voudrais quand même qu'on accueille notre invité, Claude Moniquet, qui est président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, et ancien agent de la DGSE. Bonsoir, Claude Moniquet. Bonsoir, merci, bienvenue. Une réaction déjà au moment où on se parle à un an ? Vous êtes confiant ou pas ? Déjà, pour lancer le débat, cher Claude Moniquet. Alors moi, mon métier ne me pousse pas à être confiant de manière aveugle, par définition. Mais la sécurité, c'est une question de volonté et de moyens. Et je pense que il y a des moyens qu'on peut mettre en place, et puis il y a un vrai savoir-faire, malgré ce qu'on peut penser, des forces de l'ordre françaises en matière de maintien de l'ordre. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que la sécurité, j'enfonce une porte ouverte, mais la sécurité 100%, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Donc oui, il y a un risque, mais je pense qu'on peut y faire face. Alors, Corinne Tapiero, vous aviez envie de réagir au propos de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Parce que je crois qu'elle s'est un petit peu emballée, parce qu'il y a 2 sites pour les spectateurs. Donc il y a le Kéba, c'est en bordure de Seine, qui lui sera payant, d'après ce qu'on sait à l'heure actuelle. Puis il y aura le Kéo, pour lequel il faudra être inscrit sur Internet. Alors peut-être pas forcément payant, mais néanmoins, quand on est sur les quais, on a beau ne pas être des spécialistes de la sécurité, quand il faut évacuer ces voies sur berge, il n'y a pas beaucoup de sorties pour le faire à pied, des issues. S'il y a un mouvement de foule, comment ? Alors peut-être qu'ils vont imaginer tout un système, bien sûr, avec des espaces pour les secours, etc. Mais moi, je trouve que c'est quand même un risque assez important pour une cérémonie qui, ma foi, aurait très bien pu se tenir dans un grand stade comme le Stade de France, où on a quand même des infrastructures très importantes qui mériteraient qu'on les mette un petit peu en avant et qu'on les utilise davantage. Et je trouve ça extrêmement dommage. C'est ça, Claude Moniquet, le premier casse-tête de sécurité avant tout, c'est être capable d'évacuer ? Alors, oui, effectivement, je partage ce qui vient d'être dit sur le choix du site. Il est évident que autant il est relativement facile, ou en tout cas pas trop compliqué si on met les forces nécessaires de sécuriser un stade, même un très grand stade, autant effectivement les voies sur berge et les quais de la Seine, c'est beaucoup plus compliqué, et ça pose effectivement des questions d'accès, d'amassement de foule, donc de possibles mouvements de foule qui peuvent être extrêmement dangereux. Oui, le choix du site n'est pas sans doute, en tout cas c'est pas celui que j'aurais fait personnellement. Est-ce que c'est un choix de site que vous auriez fait, vous, Sophie Gauguin, en tant qu'élue ? Oui, en tant que maire, non, je crois pas. Vu le contexte, j'aurais joué la sécurité. Je veux dire, Paris, effectivement, regorge d'infrastructures qui peuvent aussi bien mettre en valeur tout ce qu'on est capable de porter en France. J'aurais été certainement plus prudente.
Et vous, Jean Dorido? Alors, moi, vous n'êtes pas maire. Hein, mais... Non, pas encore. Toutefois, soyons fous. Il est en campagne, le monsieur. Il est en campagne. Non, je tiens quand même d'abord à saluer le panache. Je veux dire, ça ne manque pas de panache. C'est vrai que Paris, la Seine, c'est vrai que c'est ultra traditionnel, les JO, tout le monde fait ça dans un stade. Là, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'hors norme. Donc, c'est louable. Maintenant, c'est un fait, contrairement aux propos de notre invité qui bien sûr connaît très très bien le sujet sur le bout des doigts, j'aurais tendance à penser que nous ne sommes pas si experts que ça en maintien de l'ordre. Quand on voit en ce moment à Paris les abords de la Tour Eiffel, qui sont devenus un vrai coupe-gorge, on ne compte plus les touristes dépouillés, les jeunes femmes violées, c'est absolument l'horreur. Quand on voit ce qui s'est passé il n'y a encore pas très longtemps avec le match contre Liverpool et notre ministre de l'Intérieur la finale de la Ligue des Champions, voilà, sans savoir les supporters anglais, et quand on se souvient des précautions extrêmes et justes lors de l'Euro. On était peu de temps après le Bataclan et le Stade de France. C'est assez anxiogène de se dire qu'on n'a plus qu'un an pour sécuriser quelque chose qui paraît presque impossible en réalité. Claude Moniquet, est-ce que la France a perdu son savoir-faire? Parce que là, il y a des exemples très précis évoqués par Jean Dorido. C'est vrai que ça inquiète. En fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la question de la sécurisation de la cérémonie d'ouverture, qui est un événement ponctuel, qui commence à une certaine heure, se termine à une autre, etc. Et ça, je pense, là-dessus, je suis assez confiant. Maintenant, effectivement, sur la sécurité des JO à long terme, sur leur durée, sur 2 semaines ou à peu près, ou un peu plus, il va falloir sécuriser les stades, il va falloir sécuriser les voies de communication, il va falloir sécuriser les hôtels habités par les délégations, il va falloir sécuriser les hôtels, les transports, les mouvements de foule, les invités VIP, etc. Et là, qui seront tous dispersés. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est extrêmement chronophage en termes de mobilisation de forces de l'ordre. Et là, effectivement, autant je peux être confiant sur la cérémonie d'ouverture, autant je serai plus dubitatif, et en tout cas beaucoup plus prudent sur les Jeux Olympiques pris dans leur durée. La chose qui m'inquiète, moi, sur les Jeux Olympiques, alors je ne souhaite pas qu'il y ait de catastrophe, attention, je trouve que c'est un événement qui va arriver, qui fait plaisir à beaucoup de monde. Imaginons qu'il y a un mouvement de foule sur cette cérémonie d'ouverture, par exemple, et qu'il faille transporter des gens dans les hôpitaux qui ne parlent pas le français. Non, mais rien que ça, je trouve que c'est hyper anxiogène. Alors, vous avez l'Hôtel Dieu juste à côté. Oui. D'accord, mais combien on circule bien dans les rues de Paris? Non, je plaisante. Et ça, je trouve ça inquiétant. 0826 300 300. On est toujours avec notre auditrice Sylvie qui nous appelle du Tarn. Alors Sylvie, vous êtes dans le Tarn. Est-ce que du coup vous allez monter sur Paris pour cette cérémonie superbe sur la Seine? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi Non, mais j'ai rien contre les Parisiennes ni quoi que ce soit. Mais quelque part, j'ai envie de continuer à rester en vie encore très 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 longtemps. Donc pas de risque, parce que pour vous c'est risqué en fait, vraiment quoi. Ah oui, mais totalement. Je pas par rapport aux forces de l'ordre ni quoi que ce soit, ils connaissent leur métier, quoi. Mais moi sur les berges, oui, ça va être peut-être très joli, très joli. Mais je pense que les Français, de temps en temps, il faudrait peut-être un petit peu éviter d'être orgueilleux. Il vaudrait mieux qu'on nous ramène des médailles plutôt que de panacher avec. Alors moi j'ai une question pour tout le monde. Qui a décidé cela? C'est le comité des Jeux Olympiques? Comment ça se passe pour décider le lieu de cette cérémonie d'ouverture? Oui, c'est le qui a décidé? C'est le COJO qui a fait en fait avec le comité des Jeux. C'est ça, le comité des Jeux Olympiques. Voilà. Et la maire de Paris, elle a influencé pour que ça soit chez elle. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation. Bref, Frédéric. Et puis on attend aussi, il y a peut-être le préfet de police qui aura quelque chose à dire sur la sécurité de ces lieux. Mais on n'est pas au bout. On n'est pas arrivé encore, mais bon, il faudrait qu'il s'oriente assez vite quand même. Mais Claude Moniquet, de ce qu'on entend et ce qu'évoque Sylvie, derrière tout cela, est-ce qu'il y a assez de monde? Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Il n'y a pas assez de personnes pour assurer la sécurité en France, sachant que toute l'année, nos responsables sécurité sont par monts et par vaux. On l'a vu sur le Tour de France, là, au mois de juillet. Il n'y avait plus assez de policiers pour encadrer le Tour de France. Claude Moniquet.
de nouveau, il y a deux problèmes. On peut mettre des moyens extrêmement importants. Rappelez-vous que pendant les émeutes, on a mis parfois 45 000 policiers et gendarmes sur le terrain certains soirs. Ça représente à peu près entre la moitié et le tiers des effectifs opérationnels de ces deux corps. C'est énorme. Maintenant, sur la durée, de nouveau, ça pose un problème. Et le problème se pose aussi en amont. Quelle sera la situation sociale, quelle sera la situation sécuritaire dans les semaines et les mois qui vont précéder les Jeux Olympiques? On peut très bien imaginer qu'on aura des forces de l'ordre qui arriveront aux Jeux épuisées, comme elles le sont quand il y a les multiplications d'émeutes ou de questions sécuritaires. Ouais. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, Claude Moniquet, on a un de nos auditeurs, Vincent, qui dit de l'argent gaspillé alors que la France et les Français vont très mal. Sophie Gauguin, c'est ça en fait, il y a aussi ça comme problème, c'est-à-dire que tout d'un coup c'est grandiose alors qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont un problème de pouvoir d'achat et de pauvreté aussi. Non, alors je comprends que sur un événement comme les Jeux Olympiques, on ait envie de marquer les esprits et c'est une carte formidable à jouer pour la France. Après, effectivement, c'est pas la priorité du quotidien des Françaises et des Français. On le sait bien et on le voit bien parce que la saison touristique, elle démarre doucement. La consommation est pas au rendez-vous, c'est difficile. Il y a beaucoup de Françaises et de Français qui partent tourisme français en fait. Oui, moi je vois bien. C'est pas si évident. C'est pas si évident que ça. Alors, d'abord, il y a le fait météo qui est pas au rendez-vous. Comme l'an dernier, il n'y a pas l'effet waouh de sortie de Covid comme on a eu l'an dernier. Et il y a des difficultés de pouvoir d'achat pour bon nombre. Alors après, je fais attention parce qu'on est vraiment sur des enjeux internationaux. Et si on mettait pas le paquet, on dirait la France était nulle par rapport à tel ou tel autre pays. Après, les questions de sécurité, à mon avis, on n'est pas au bout de nos réflexions sur le sujet compte tenu du contexte social et sécuritaire en France. Mais sur la question du tourisme, ça se but aussi de relancer. Il y aura des belles images de la France. Le monde vient, enfin moi pour avoir travaillé sur les Jeux Olympiques plusieurs fois, il y a du monde qui arrive de partout, Corinne Tapiero. Oui, bien sûr, on va avoir du monde qui va arriver de partout, mais juste sur la sécurité d'un mot, je voudrais revenir sur un point. On a aujourd'hui une vraie difficulté relationnelle avec nos policiers et la justice qui sont pas très bien dans leur basket. Est-ce qu'on va les obliger, ces policiers qui sont corvéables à merci, de ne pas prendre de vacances en 2024 parce que s'il faut des effectifs suffisamment lourds, est-ce que ça va être ça? Mais alors pour revenir sur votre question de la vitrine de la France, oui, c'est la vitrine de la France. Encore faut-il que cette vitrine de la France arrive à un moment où Paris n'est pas un gruyère de travaux, où c'est pas censé justement préparer Paris 2024. Il y aura peut-être la fin des travaux. Il y aura la fin des travaux, les rats vont gentiment rentrer dans les égouts, les poubelles vont se ramasser toutes seules. Enfin, il y a quand même structurellement à Paris des difficultés esthétique, je dirais, et d'accueil de nos touristes qu'il va falloir régler avant ces Jeux Olympiques. Et je ne pense pas que ce soit fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour que... Parce que Claude Moniquet, je vais revenir un petit peu aussi à vous. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'agents de sécurité finalement aussi privés qui sont en train d'être formés. Je crois qu'il y a plus de 80 000 postes à pouvoir. Peut-être que je me trompe sur le chiffre, mais c'est assez énorme. Et qui vont être formés en un laps de temps très réduit parce que finalement, ils vont devoir apprendre un métier qui est quand même un métier très particulier en un an. Est-ce que ça va pas poser problème aussi finalement? Parce que ça sera pas que les policiers, quoi. Alors ça peut poser un problème, entre autres sur la question bien entendu de la sélection des personnels. Puisqu'on sait, on l'a vu dans d'autres occasions, qu'on peut avoir dans le milieu, alors sans porter préjudice à personne, mais qu'on peut avoir dans le milieu des gardiens de sécurité, parfois des gens qui s'infiltrent et qui ne sont pas extrêmement recommandables, que ce soit du point de vue du droit commun ou du point de vue de la radicalisation ou de l'extrémisme. Maintenant, ce sont des gens qui sont formés à des tâches qui ne sont pas des tâches de maintien de l'ordre, mais qui sont des tâches de contrôle d'accès, pas de fouille en l'occurrence, mais de maintenance de portiques de sécurité, etc. Les tâches auxquelles on les destine sont relativement simples. Ils ne fouillent pas les agents de sécurité ? Dans certaines limites, mais il y a des limites. Alors ça va dépendre de décisions de la préfecture de police, mais normalement la fouille ne peut être exécutée que par un policier. C'est intéressant à savoir. On peut faire des palpations de sécurité sur une personne qui, par exemple, fait sonner un portique, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Sachant qu'il y a tout un tas de procédés comme la reconnaissance visuelle, où il faut l'accord aussi des autorités des libertés, des droits
de l'homme. Donc ça aussi, c'est un peu compliqué, Claude Moniquet. Ouais. Alors ça aussi, c'est un peu compliqué. Ça pose des questions de, effectivement, qui a accès à ces images, comment sont-elles stockées, comment sont-elles acheminées éventuellement sur d'autres sites, comment sont-elles gérées pendant la durée de l'événement. Si par exemple on repère des fauteurs de troubles sur un stade, qu'est-ce qu'on va faire des images? Est-ce que les images vont passer directement à la police ou est-ce qu'elles seront envoyées aux autres sites à sécuriser pour d'autres manifestations des Jeux? Ça pose énormément de problèmes, mais qui là sont des problèmes plutôt légaux. Ouais. 0826 300 300, vous nous dites ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? Oui, et d'ailleurs, Sylvie, par rapport à ce qu'on en revient, vous nous appelez du Tarn, par rapport à tout ce que vous avez entendu autour de la table, est-ce que finalement, vous ne pensez pas qu'à un moment donné, un peu d'organisation, un peu de formation et tout ça va se régler? Non, je pense pas. À moins que Darmanin, peut-être que Darmanin recrutera en faisant du job dating. Peut-être. Recrutera, pardon? En faisant du job dating. Comme ils ont fait pour les job dating. Job dating pour les policiers, c'est pas mal. Voilà, peut-être. Mais après, arrêtons de demander toujours plus à nos forces de l'ordre. Sophie Gauguin. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fonction du contexte, il faut quand même tenir compte des forces humaines, de l'état de fatigue. Enfin, moi, je les vois bien sur le terrain, au quotidien. Ils sont avec nous, les maires. L'été est très difficile, que ce soit en ville ou à la campagne. Pourquoi, plus que d'habitude? Les gens sont à fleur de peau partout. Partout. Et donc, voilà, dans ma commune, j'ai aussi eu des difficultés le 13 juillet, 2300 habitants, c'est pas l'usage, avec des gendarmes épuisés, surtout d'être confrontés aux insultes. Oui, voilà, ça dépend des territoires où vous êtes. Il y a des zones police, des zones gendarmerie. Donc, je dois dire que oui, le contexte global doit être pris en compte. On peut imaginer d'ailleurs, peut-être Corinne Tapireau, que cette loi sur les retraites qui a été passée en force cette année, il fallait absolument éviter de la repousser, parce que si on arrive à ce chaos sur l'année des Jeux Olympiques, aussi c'était catastrophe. Oui, c'était catastrophe, mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte qu'on est à l'abri de rien du tout. Et je ne vois pas pourquoi l'année prochaine, à un moment ou à un autre, ce débat ne pourrait pas revenir, poussé par certains politiciens sur le devant de la scène. Claude Moniquet, vous êtes quand même ancien agent de la DGSE, donc vous allez pouvoir répondre sur cette question, parce que est-ce qu'on est tout le temps en danger finalement, parce qu'on sait que vous quand même, la DGSE et la DGSI doivent désamorcer un certain nombre d'attentats possibles et de problèmes qu'on pourrait avoir qu'on n'a pas et qu'on voit même pas passer. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas quand même un peu en sécurité, Claude Moniquet? La sécurité absolue, je le répète, n'a jamais existé, n'existera jamais. La sécurité, c'est d'abord effectivement, je pense, une attitude personnelle. Ce sont des risques que l'on mesure soi-même et que l'on prend ou que l'on ne prend pas avec sa famille. Et puis bien entendu, c'est un appareil de sécurité publique qui doit se mettre en place et qui doit être à la hauteur, avec tous les problèmes qu'on vient d'évoquer. Mais je pense aussi que c'est une question d'anticipation. Depuis quelques années, les armées, entre autres d'ailleurs en France, font appel, par exemple, à des auteurs, des scénaristes, des écrivains, pour imaginer des menaces, de manière à pouvoir définir à quoi il faudra s'affronter dans les années à venir. J'espère, par exemple, que sur les Jeux Olympiques, on peut faire la même chose, qu'il y a ce qu'on appelle une équipe rouge, c'est-à-dire des gens qui vont imaginer toute une série de menaces, qui vont de la menace terroriste à la menace d'émeute, en passant par le racket, par tout ce que vous voulez, de manière à pouvoir faire des exercices en temps réel, en tout cas au moins des exercices d'état-major, de manière à pouvoir répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible à une menace si elle se concrétise. Jean Dorido, qui a été très discipliné comme d'habitude. C'est à vous, Jean, les spécialistes. Non, mais on peut quand même, bien sûr, se faire peur. On peut aussi espérer compter sur la magie des Jeux Olympiques, parce qu'il y a quand même vraiment quelque chose de très particulier autour de cet événement mondial. Et en même temps, c'est un fait que pour le moment, nous sommes pile à 1 an des Jeux. Et c'est un fait, je m'étonne et je regrette qu'on n'ait pas plus d'effervescence à Paris, ne serait-ce que sur les campagnes d'affichage public. On est bombardé de publicités, de trucs dont on n'a absolument rien à faire, de commerce de tout type, et je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus de rappels, même visuels, dans la ville de Paris et dans toute l'Île-de-France autour de cet événement qui quand même arrive très très bientôt. Parce et que non, partout ça passe en France, rappelons-le, il y a le passage de la flamme, alors qu'il coûte très cher d'ailleurs aux collectivités locales. Ça, je ne comprends pas qu'on n'ait pas il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un événement climatique majeur avec
avec de très très fortes températures, dans des endroits où il n'y aura pas suffisamment d'ombre, puisque tous les travaux qui sont faits actuellement à Paris tendent à supprimer un peu de végétalisation au profit des bétons, comme sur la place de la République et d'autres places, ce qui fait que les îlots de fraîcheur sont plus présents. C'est pas ce qui a été dit. Il y a une volonté de verdure. Oui, ils repeignent les toits en blanc. Ah non, ils voudraient les reprendre en blanc. C'est pas qu'ils les ont peints en blanc, ils voudraient les reprendre en blanc, voire repeindre tous les sols en blanc. Mais il n'empêche que si... Bon, en tout cas, dans un an, nous y serons, et on espère que tout se passera bien, mais avec des spécialistes de la sécurité comme Claude Monitier, le président du Centre européen pour le renseignement stratégique et de la sécurité, et ancien agent de la DGSE. On espère que tout se passera bien. Merci à vous, Claude Monitier. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis merci à vous, nos 3 vraies voix. Je vous rappelle que vous étiez ce soir, chers auditeurs, avec Corinne. C'est pas fini, hein? On reste ensemble, bien sûr. Ah bon, d'accord. Si vous le dites. Bien sûr. Ah bon, d'accord. Parce qu'ils vont assister à notre nouvelle rubrique. Ok, super. Voilà, vous restez avec nous, Corinne Tapiro, Jean Dorido et Sophie Gauguin. Oui, évidemment. Allez. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h50 aux alentours, nous vous proposerons chaque jour 5 minutes de bonheur avec nos vraies voix. Ce soir, Sophie Gauguin, Jean Dorido, Corinne Tapiro. Chaque soir à 18h50, nous prenons le temps d'évoquer les thèmes les plus importants parce qu'ils sont source de bonheur. Les spectacles, le sport, les manifestations culturelles, les sorties, que vous soyez en vacances ou pas d'ailleurs. 5 minutes de bonheur, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Et nous recevons Clarisse Fontaine. Bonjour Clarisse Fontaine. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Oui. Alors Clarisse Fontaine, je vous fais un petit point, je fais un petit point pour les auditeurs. Vous êtes auteur et interprète de la pièce qui s'appelle Cette petite musique que personne n'entend. C'est la dernière ce soir. Vous officiez au Festival Off d'Avignon tous les soirs à 22h. Et c'est une pièce qui a été mise en scène par Joe Star. Ah oui. Tout à fait. Voilà. Ah oui. Et qui s'inspire de votre vécu. C'est un pamphlet pour le féminisme, clairement. Un petit peu, ouais. Mise en scène par Joe Star, c'est un sacré contraste. Racontez-nous un peu tout ça. Oui, d'ailleurs, ça fait le buzz ici au Festival d'Avignon. On a été un petit peu critiqués au début. Et puis les retours sont Pourquoi très bons. critiquer? Critiquer parce qu'on a mis quelqu'un qui avait été condamné pour des violences, sur le sujet des violences faites aux femmes. Mais en même temps, on a essayé d'expliquer que on ouvrait à toute la société le fait de pouvoir avancer ensemble communément. Et c'est une pièce féministe qui est avant tout humaniste. Voilà. Et c'est ce qu'on défend. Et donc lui c'est aussi une manière peut-être j'ai pas envie de dire ce terme-là, mais c'est le premier qui me vient, de se racheter une conduite en fait. Oui, et puis de continuer à évoluer, voilà, puis du coup inciter aussi la société à évoluer dans ce sens-là, ce qui est très bien. Voilà, et puis comme il y en a beaucoup de rencontres, on a du contact direct vraiment avec le public, les gens, parce qu'on tracte aussi dans la rue. Ça permet aussi d'expliquer les choses et c'est bien, c'est un véritable échange et c'est une expérience magnifique. Et vous dites, Clarisse Fontaine, que ça renforce votre propos féministe. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cette pièce quand même et pourquoi ça renforce votre propos. Voilà, alors la pièce, je traite des violences faites aux femmes, je traite de résilience, de libération, mais aussi de masculinité au pluriel, des féminités, et puis d'amour, de sexualité, de notre vie au quotidien. Voilà, l'idée c'est de montrer qu'on doit avancer ensemble vers un sentiment commun d'égalité homme-femme, et puis gommer les petites choses, les acceptations qui sont bien ancrées en nous femmes, et puis les petits côtés rotors qu'on donne aussi aux jeunes hommes et aux futurs hommes. Voilà, c'est une pièce qui est avant tout un reflet de notre vie, qui est pas du tout moralisatrice, qui amène à réfléchir, qui ouvre à la discussion. Et voilà, il reste 2 dates et c'est l'idée qu'on a. Oui, c'est ça, la dernière c'est demain en fait, à 22h. Oui, c'est demain. À 22h au Festival Off d'Avignon, cette petite musique que personne n'entend, voilà, au Théâtre du Balcon. Voilà. Clarisse, juste avant de passer la parole à nos vraies voix qui ont tous envie de vous poser une question, faites-nous un petit point sur comment ça se passe ce festival quand même et l'ambiance et le plaisir que vous avez eu à y jouer peut-être. Tout alors oui, on a commencé un peu difficilement parce qu'on s'est même fait taguer nos PLV. Ah d'accord. C'est la première fois qu'ils faisaient du tag sur les PLV à Avignon, vous m'avez dit. Ouais. Donc les gens se sont exprimés et puis petit à petit, je pense qu'on a su discuter, gagner un petit peu le cœur des festivaliers, se faire comprendre et puis aussi pour les vrais théâtreux, montrer que notre travail était tout à fait qualitatif, parce qu'on a eu de magnifiques retours, on a eu du très beau papier, de belles critiques et du coup faire aussi accepter que Joe Star aussi metteur en scène, que mon texte est plutôt bien écrit et bien porté et que la parole est nécessaire, voilà. Et, bravo. Les tags, c'était parce que Joe Star, c'est ça?
Oui, voilà. Jean c'est pour ça que Dorado. j'incitais les gens à critiquer après devenu et pas avant. Oui, voilà, c'est ça. Alors moi j'ai une question un peu égoïste pour Clarisse. Vous êtes à Avignon, très bien. Est-ce que vous allez jouer cette pièce ailleurs qu'à Avignon, peut-être à Paris, peut-être ailleurs en France? On espère, oui, il y a des dates qui vont arriver un petit peu partout en France, d'ailleurs dans les pays francophones, d'ailleurs c'est l'idée. Et puis Paris, ça devrait être vers janvier-février 2024. Alors d'accord, et comment on fait pour savoir? Il y a un site où on vous trouve, il y a quelque chose? Alors pour le moment, il y a un Instagram, il y a un Facebook, on met les informations au fur et à mesure sur la pièce, parce qu'on est en autoproduction, donc les choses vont un petit peu plus doucement. Mais nous venons, l'idée c'est d'aller toucher tout le monde, voilà. Très bien. Bravo. Corinne Tapiro. Moi, je voulais savoir si vous constatez qu'il y a une recrudescence de touristes sur la région d'Avignon pour ce festival qui avait perdu quand même pas mal après le Covid et qui a eu beaucoup de mal à redémarrer. Et moi, je me suis laissé dire qu'il y a beaucoup de troupes qui ne viennent plus parce qu'elles n'avaient plus les moyens de le faire. Alors, d'un point de vue festivalier, il y a eu une semaine un peu forte, mais il semblerait qu'il y ait un peu moins de fréquentation qu'habituellement, ou en tout cas, qu'il y a un peu moins de pouvoir d'achat et ça se ressent. Et puis effectivement, c'est un véritable investissement pour nous, compagnie théâtrale. Donc la question se pose, de venir ou non, parce qu'effectivement c'est une belle exposition pour les pros, mais c'est un très gros investissement. Enfin, on est presque tous, c'est un gros investissement pour toutes les compagnies. Donc oui, la réflexion est là, effectivement. Un petit mot, Sophie Gauguin, oui. Oui, est-ce que c'est une pièce qui s'adapte à un public jeune? Parce qu'on travaille beaucoup avec les lycées, notamment dans les régions. On le fait en Normandie. On dit à partir de 15 ans. Et effectivement, on fait beaucoup de rencontres avec des lycéens. On prépare souvent le terrain en amont, on fait une rencontre et après, ils viennent voir la pièce. Des fois, il y a un échange bord de scène juste à l'issue. Et oui, donc à partir de 15 ans, on les incite et les retours sont très bons. Enfin, ça les ouvre à d'autres choses. Et d'ailleurs, l'histoire de mon personnage commence quand elle avait 15-16 ans. Donc voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres et pas plus tard. Exactement. Super, merci beaucoup Clarisse Fontaine. Je rappelle que vous êtes auteur et interprète de la pièce Cette petite musique que personne n'entend actuellement au Festival Off d'Avignon, au Théâtre du Balcon pour ce soir à 22h et demain soir à 22h encore, et que c'est mis en scène par Joe Star. Bon courage et bravo pour ce que vous faites. Bonne continuation. Les retours sont bons et on a beaucoup de soutien. Merci beaucoup. Ça donne envie, merci. Et cette fois-ci, on va vraiment vous dire au revoir, cher. Oui, c'était la première de cette rubrique. Ça vous plaît? C'est bien. Super. Alors on continue avec Julie. On est validé? Oui. Allez, Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie, merci d'être venue. Merci. Vous êtes aussi maire de Dozulay. Je l'ai bien dit. Jean Dorado, docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi et chouchou de Frédéric Brindel. Voilà. Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Merci à tous les trois de votre venue dans Les Vraies Voix de l'été. À très bientôt. Je crois qu'on va pas tarder à se retrouver tous. Et puis, restez avec nous parce que c'est Les Vraies Voix de l'emploi juste après ça. À tout de suite.